Parler du d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui volent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée, on voyait qu'elle avait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait, et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait qu'il y a des gens, là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir en fait à voir la souffrance d'enfants. Là, on parle même plus seulement de perversion sexuelle, on parle d'une perversion sadique. Je vais être honnête avec vous, cette vidéo, j'ai vraiment hésité à la faire. Si vous suivez régulièrement ma chaîne, vous savez que je traite souvent de sujets qui sont assez durs et j'ai parfois été très loin dans l'horreur humaine. Et clairement, je pensais avoir quasiment tout vu, mais là, je me demande vraiment si on peut faire pire. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va parler du kidnapping d'enfants qui ont été livrés à des réseaux de gros dégueulasses. On va parler de contenu X qui mettent en scène des enfants. Donc autant vous dire que ça va être extrêmement délicat comme vidéo et surtout extrêmement sombre. Surtout qu'on va quand même parler d'un sujet que je trouve personnellement est beaucoup trop peu abordé en fait dans les médias traditionnels, et donc j'aimerais qu'on plonge ensemble dans l'un des plus gros réseaux de pédocriminalité. Aujourd'hui les amis, on va parler de l'affaire Zandvoort. Zandvoort, une petite ville de la côte néerlandaise dont le nom évoque une affaire enterrée. L'association belge de lutte contre la pédophilie découvre un CD-ROM. Sur le document, des dizaines de milliers de photos d'enfants. La police néerlandaise identifiera 472 visages, dont une vingtaine de victimes françaises. Et vous allez voir que la justice française, encore une fois, a vraiment merdé. On parle quand même de plus de 470 mineurs qui sont retrouvés dans un dossier internet comportant plus de 8500 images à caractère pédographique. Et pourtant, à l'époque où l'affaire a éclaté, c'est-à-dire au début des années 2000, aucune recherche n'a été entamée pour retrouver qui que ce soit, et absolument aucun des enfants n'a été mis à l'abri. C'est odieux. Il y a sur le CD-ROM, vous voyez, il y a des de bébés, il y a des de bébés, il y a des de gosses de 4 ans. C'est de 4 ans, de 5 ans, c'est abominable. Vous allez voir dans cette enquête que le dossier s'est en fait baladé de main en main et personne ne voulait vraiment s'en occuper. Aujourd'hui en 2025, tous sont adultes et on n'imagine même pas les séquelles que ça a dû leur laisser. Et les amis, sachez que si vous vous dites qu'en France il n'y a pas de justice pour les crimes sexuels, vous allez voir qu'en Belgique, franchement, c'est pas mal non plus. Et cette affaire les amis, on la doit à un seul homme, un certain Marcel Vervloesem. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo, mais c'est lui qui va tenter tant bien que mal de dénoncer ces crimes à la police et qui va même finir en prison pour avoir tenté d'aider les enfants. Donc vous allez voir que clairement c'est vraiment une affaire de dingue. Alors accrochez-vous les amis parce qu'on est parti pour entrer dans l'une des pires histoires que j'ai eu à raconter sur la chaîne, l'affaire Zandvoort. Les amis, comme vous le savez, les vidéos me prennent un temps fou, elles me prennent aussi énormément d'énergie et l'une des seules raisons qui me permettent vraiment de continuer à enchaîner sans fatiguer, c'est mon sommeil. Et justement, cette vidéo est sponsorisée par Emma, les boss du sommeil haut de gamme. J'ai déménagé il y a pas si longtemps et ça fait un mois que je dors sur un vieux matelas de base qui honnêtement commence un petit peu à me pourrir la vie. Non mais regardez-moi ça, ce truc est en mousse de chantier. Il fallait le changer et quoi de mieux qu'Emma, les fameux matelas récompensés année après année pour leur confort, pour me mettre à l'aise. Ça fait maintenant plus d'une semaine que je dors sur le matelas Hybrid 2, qui est meilleur matelas d'après les comparateurs en France en 2025 et je vous jure que mon sommeil n'a jamais été aussi réparateur. Je me réveille sans douleur, sans me battre avec les lattes et sans me faire transpercer la colonne vertébrale. En plus ce modèle là c'est une tuerie. Il y a 5 zones de soutien ergonomique, de la mousse à mémoire de forme et une technologie Ergocell qui fait circuler l'air pour vous garder au frais toute la nuit. Et si vous préférez un autre style, il y a aussi les matelas Original 2, désignés meilleur choix par l'UFC Que Choisir cette année. Mais Emma en fait c'est pas juste des matelas. Ils ont une gamme complète d'accessoires primés comme les oreillers nuages Elite élus produit de l'année 2025, réglables en hauteur pour un effet zéro gravité, parfait pour les dormeurs tordus comme moi, ça vous étiez pas obligé de le savoir. Le lit Select, design premium et montage facile, et lui aussi il est élu produit de l'année, et même leur couette 4 saisons ou parure en satin de coton pour dormir comme un roi. Et comme toujours, vous avez 100 nuits d'essai gratuits pour tester sans risque. Nice. La livraison et les retours sont toujours gratuits, vous avez une garantie de 10 ans et le paiement est possible en 3 ou 4 fois sans frais. Vous avez jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr pour le Black Friday 2025 qui se déroule du 30 octobre au 1er décembre. Et en plus de ça, avec le code Julano, vous avez moins 10% supplémentaire, cumulable sur les promos. C'est pas toute l'année comme ça, donc regardez la date d'aujourd'hui et si vous êtes encore dans la période, foncez avec le lien en description ou avec Julano. Merci à Emma de sponsoriser la chaîne, de nous faire économiser un max durant le Black Friday et surtout de m'éviter de finir mes nuits en combat libre contre mes matelas. Notre
L'histoire elle commence le 27 juillet 1993 avec un certain Marcel Vervlossem. C'est un citoyen belge qui est à la tête d'une association à but non lucratif qui a été fondée en 1989 qui s'appelle Merkoven. Merkoven, ça veut rien dire de spécial, il me semble que c'est juste le nom de la commune belge dans laquelle le mec a habité. À la base, l'association elle a d'abord concentré son combat sur l'accès pour les utilisateurs de fauteuils roulants à des lieux publics ou à des usages de cellules d'isolement dans les unités psychiatriques belges, avant de shifter complètement et de se concentrer sur la protection des enfants qui étaient victimes d'abus. Alors on n'est pas forcément sûr, mais on pense que ce revirement d'objectif, il vient surtout du fait que Marcel, il a lui-même été victime de nombreuses maltraitances dans les foyers dans lesquels il vivait à l'époque, et c'est peut-être ça qui lui aurait donné envie de se lancer dans ce combat. Et c'est comme ça que la nouvelle vocation de Marcel, c'est littéralement de traquer des piles. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était vraiment pas aussi facile de coincer quelqu'un. Donc vous allez voir que le mec est quand même sacrément balèze. Aujourd'hui, n'importe qui peut traquer des pervers en ligne. Il suffit juste de se faire un pseudo et d'aller sur un chat en ligne du style Coco, qui est une mine d'or pour les gens comme ça, malheureusement. Et en gros, vous vous faites passer pour un gamin ou une gamine de 10 ou 11 ans et vous attendez simplement que quelqu'un vienne vous proposer un rendez-vous. Et habituellement, c'est quand même assez rapide sur ce genre de plateforme, malheureusement. Ne le faites surtout pas. Hein. C'est étrangement interdit par la justice. Genre, vous pouvez avoir des problèmes si vous traquez ce genre de personnes. Mais ça, c'est un autre débat. Pour revenir à notre histoire, on est donc le 27 juillet et Marcel, il apprend dans les médias la disparition d'un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Manuel. Et retenez bien ce nom parce qu'il va être très important. Manuel, il s'est volatilisé à Berlin en Allemagne et concrètement, personne ne sait où il est. Et Marcel, qui connaît déjà très bien comment fonctionnent les criminel, a déjà de très gros doutes sur ce qui a pu lui arriver. Avec un autre membre de son association, il décide de se rendre dans la capitale allemande pour aller enquêter. Et à force de chercher, il commence à grappiller quelques indices et on lui indique plusieurs bars dans Berlin où il faudrait aller fuiner. Il s'agit de 2 bars qui existent encore à l'heure d'aujourd'hui et qui sont juste l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui s'appelle le Pinocchio et l'autre qui s'appelle le Tabasco. Et ce qui est fou, c'est que quand on va voir les commentaires Google, les gens se plaignent très souvent du prix et du patron qui n'a pas l'air très sympathique, sans réellement avoir l'air de savoir qui fréquente réellement ce genre d'établissement. En revanche, Marcel, lui, il a très bien compris qui était là-bas. En fait, c'était pas encore très connu à l'époque, mais ce genre de bar, dans les années 90, c'était littéralement des nids à p***. C'est-à-dire que les gens qui partageaient ce genre de troubles avec les enfants se réunissaient littéralement dans les bars pour échanger du contenu ou des adresses. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi des mecs qui s'échangeaient littéralement des informations sur des futures victimes mineures. Donc il y avait même des actes réels dans la vraie vie. Marcel, il comprend très vite que s'il y a quelque part où il faut aller, c'est littéralement dans ce genre de bar. Il ne va donc pas hésiter une seule seconde à aller à leur rencontre et il va récupérer quelque chose de très important pour la suite de l'affaire. Une cassette vidéo sobrement appelée Madère. Alors pour ceux qui ne savent pas, Madère, c'est le nom d'une île au Portugal. Habituellement, les gens ils y vont pour faire du tourisme, sauf que là, c'est pour des raisons bien plus glauques. En fait, les auteurs de la vidéo, ils ont décidé de se rendre sur cette île pour faire une toute autre forme de tourisme. Alors vous vous en doutez sûrement, hein, mais on va pas parler d'un simple film de vacances ici. En fait, il s'agit littéralement d'un vlog où l'on va suivre l'activité sexuelle de 3 piles qui vont se rendre dans des chambres d'hôtel avec des gamins et des gamines et qui vont littéralement les deux en les filmant et en vloguant leurs actes avec les enfants. Sauf que parmi ces malheureuses victimes, il y a un petit garçon. Et ce petit garçon, il s'appelle Manuel. Lorsque Marcel y met la main sur cette cassette et il arrive à la visionner, il sait qu'il est déjà sur la bonne piste. Mais évidemment, le mec n'est qu'un citoyen comme vous et moi. Hein. Il a aucun moyen technique ou juridique pour retrouver l'enfant. Il va donc naturellement confier son travail à la police, tout en essayant de son côté de remonter la piste pour retrouver les 3 pédophiles qu'on voit sur la cassette. Il va donc livrer la bande vidéo à la police portugaise, qui va d'ailleurs les conduire à une série d'arrestations. Le problème, c'est que pour l'instant, le jeune Manuel n'est toujours pas retrouvé. Et vous allez voir que c'est vraiment que le début des emmerdes. Pour continuer notre histoire, on va se rendre en juin 1997. Après des années de recherche, Marcel y pense être sur la bonne voie et il a un rendez-vous à Amsterdam avec un certain Robbie van der Planken. Toujours aussi simple et non belge. Il s'agit d'un jeune
de 23 ans qui a subi lui-même des violences sexuelles quand il était plus jeune. En fait, c'est un enfant qui à l'époque devait faire les trottoirs d'Amsterdam quand il avait que 12 ans. Alors malheureusement, autant vous dire qu'il y connaît un rayon sur la prostitution infantile. Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est qu'il s'agit d'un pédophile qui se vante littéralement d'enfants. Et parmi les enfants qu'il a connus et sur qui il a fait des choses, il y a un certain Manuel. Marcel, il a eu l'excellente idée de venir accompagné d'une petite équipe, dont une journaliste de la RTBF qui portait sur elle un système de caméra cachée. On a donc littéralement pu enregistrer le meeting et la conversation entre les deux hommes. Et autant vous dire que c'est quand même assez lunaire. Je ne savais pas encore que Manuel avait 12 ans et demi ou 13 ans, car je m'en suis toujours tenu à un âge minimum de 14-15 ans. En fait, 14 ans est encore trop jeune. On a beaucoup d'ennuis à Amsterdam et à Rotterdam avec la police des mœurs, si on traite avec des jeunes de cet âge-là. Alors malheureusement, vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. C'est à peine croyable, mais le gars qui a 23 ans dit clairement que ça ne le dérange pas de avec des mineurs de 14 ou 15 ans. Sauf que ça, les amis, c'est clairement pas le pire. Toujours selon ses propos, le réseau ne se contenterait pas d'abuser d'enfants, mais réaliserait aussi avec eux ce qu'on appelle des snuff movies. Ces films ne sont pas réalisés s'il n'y a pas de débouché. Ce genre de films, je peux imaginer qu'ils sont vendus à gros prix, mais le risque n'est rien pour les 2 ou 3 vendeurs si les films peuvent être écoulés sur un marché suffisamment important. C'est toujours une question d'offre et de demande. Mais en francs belges, cela peut dépasser 1 million si le film est fait sur demande. On ne court pas le risque, je crois, pour 200 ou 300 000 francs. Et c'est vraiment là que ça va partir en couille. Parce que les snuff movies, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des vidéos de torture qui n'utilisent aucun artifice ou aucun effet spécial pour simuler les mutilations et les tortures. Ce qui veut dire que c'est concrètement un film d'horreur où on filme quelqu'un se faire réellement mutiler et torturer sans effets spéciaux et que les cris d'agonie et de douleur sont réels. Et le pire là-dedans, c'est que dans ces snuff movies, la finalité est de tuer l'enfant. Et tout ce contenu qui est absolument horrible et qui est filmé et qui est enregistré, il va être vendu. Alors oui, ça paraît assez fou, mais il y a des gens qui achètent ce genre de choses à des sommes entre 7 000 et 20 000 euros la copie. Alors vous allez me dire, c'est étrange qu'on puisse passer de 7 000 à 20 000 euros pour la même copie. Et ben en fait pas tellement, puisque encore une fois, Marcel découvre que les vidéos à 20 000 euros sont tout simplement des vidéos faites sur mesure. Et la personne qui commande la cassette a le droit de décider tout ce qui sera fait au pauvre gamin avant sa mort. Alors je sais que c'est assez dur à entendre, mais malheureusement c'est bien la vérité. Et vous allez voir que malheureusement on n'est que au début de l'affaire. De retour avec Marcel dans sa rencontre assez particulière. Et ici il faut s'intéresser à un deuxième homme. Cet homme, c'est la pièce manquante du puzzle. Il s'appelle Gerrit Jan Ulrich. C'est un vendeur d'ordinateurs de 49 ans et il complète sacrément bien ses fins de mois puisque cet homme revend littéralement des cassettes de snuff movie d'enfants. Et par la même occasion, c'est aussi l'amant de Robbie. Il décide de prendre la suite et Marcel va le prendre en chasse. Il va finir par retrouver sa trace dans la petite station balnéaire de Zandvoort, à une trentaine de kilomètres du point de rendez-vous. C'est une petite ville très tranquille et qui est clairement un lieu parfait pour passer incognito. Le problème c'est que maintenant Ulrich il sera plus trop incognito parce que grâce à l'équipe de Marcel, ils vont finir par le retrouver et ils vont le confronter. Marcel va jouer la carte de l'honnêteté et va lui parler de son enquête pour retrouver le petit Manuel. Et contre toute attente, 2 jours plus tard, Ulrich l'invite même dans son appartement et est prêt à aider Marcel. Le vendeur d'ordinateurs va alors se confier et va lui dire qu'il est malade du sida, il sait qu'il en a plus pour très longtemps, et alors pour vider un petit peu ce qu'il a sur le cœur, il va décider de livrer ses secrets et d'expliquer ce qu'il a réellement fait aux enfants. Et c'est lorsque Marcel rentre dans l'appartement d'Ulrich qu'il va découvrir des choses qui dépassent totalement l'entendement. En fait, Marcel va découvrir qu'il y a 8 ordinateurs qui sont alignés contre un mur, ils sont tous allumés et sur chaque écran, on peut y voir des images qui le rendent malade. En fait, c'est clairement des images à caractère graphique. Il faut savoir que chaque ordinateur est blindé de ce genre de contenu. Marcel y essaie de garder la tête froide et va même essayer de convaincre Ulrich de se livrer à la police. Ce dernier refuse, mais lui donne néanmoins une chose qui sera absolument décisive dans l'enquête, un CD-ROM, qui contient pas moins de 9000 images, ainsi qu'un carnet d'adresses avec les identités bancaires de ses acheteurs. Ça, c'est absolument tout ce que la police aurait besoin pour démanteler tout le réseau qui est international. Et en regardant les adresses, on se rend compte qu'il y a des acheteurs absolument partout. Il y en a notamment en Hollande et en Belgique, mais même en France, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Malheureusement, et malgré la gravité des faits, c'est assez difficile d'évaluer le nombre de clients qui sont derrière les images, et c'est aussi assez difficile de savoir qui a capturé les enfants et qui a pris des photos ou des vidéos. Lorsque Marcel a le CD-ROM en main, il va s'empresser de le remettre à la police hollandaise, et évidemment, il met tout en place pour qu'on aille arrêter Ulrich. Sauf
que nous en fait. Le gars il va se faire la malle pour aller vivre en Italie, sauf que malheureusement quelques jours plus tard, il sera retrouvé par les carabiniers, donc c'est la police italienne, criblé de balles dans une forêt près de Pise. Robbie il est alors arrêté puisque c'est le principal suspect. Néanmoins pour le détenteur de ce qui deviendra le dossier Zandvoort, c'est-à-dire le CD-ROM, il n'y aura malheureusement pas de jugement, du moins pas sur cette terre. L'enquête de la police va néanmoins permettre d'identifier sur l'une des photos le petit Manuel, qui je vous le rappelle est recherché depuis quand même plus de 5 ans à cette époque. Et ce qui est absolument terrifiant, c'est que la photo sur laquelle il est reconnu, c'est ni plus ni moins que son propre père qui l'a prise avant de la mettre en libre service. Lorsqu'il l'a arrêté, il avouera effectivement avoir pris des photos de son gamin et aussi d'avoir abusé de son propre fils pendant près d'1 an et demi et d'avoir enregistré sur cassette vidéo tous les actes qu'il a commis sur lui. Pour Manuel, malheureusement, on va pas en savoir beaucoup plus. En revanche, pour Marcel, la situation commence réellement à virer au cauchemar. En effet, lorsqu'il rentre en Belgique, Marcel il se pointe dans un commissariat avec une copie du dossier Zandvoort en espérant que les autorités puissent retrouver les visages des enfants. En gros, il pense juste bien faire. Sauf que vous allez voir que ça va pas du tout se passer comme ça. Au lieu de prendre en considération le cas des enfants, la justice met tout en œuvre pour condamner Marcel. En 2008, Marcel il est jugé par la cour d'appel d'Anvers pour le viol sur mineur et détention d'images à caractère pédophile. Donc littéralement, toute l'affaire vient de se retourner contre lui. Pour la cour de justice, ces photos, c'était en quelque sorte sa petite collection perso et son enquête auprès d'Ulrich, c'était juste un bon prétexte pour accéder gratuitement à des galeries d'enfants et des horreurs. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde va y croire et que le mec va prendre 3 ans et demi de prison ferme. Donc la seule personne qui a essayé d'aider des enfants qui vivaient des horreurs se retrouve en prison pour avoir détenu les contenus qui pouvaient aider à retrouver les enfants qui ont vécu des horreurs. Et vous allez voir que c'est encore plus fou puisqu'au moment de la condamnation, Marcel il est gravement malade. En fait il souffre d'un diabète qui nécessite une surveillance constante. En gros le mec a vraiment besoin de soins médicaux réguliers. Sauf que encore une fois la justice ne lui accordera rien. Donc en gros le mec restera malade comme un chien durant ses 3 ans de prison. Il est finalement libéré sous condition en mai 2010, mais vous allez voir que ça s'arrête mais alors vraiment pas là pour lui. C'est la chambre des mises en accusation d'Anvers qui ordonne sa libération avec pour condition de ne pas entrer en contact avec des mineurs et, chose assez étrange, interdiction de parler aux médias. Et malheureusement, et c'est encore plus triste, mais Marcel il va décéder en 2018 des suites d'une aggravation de son état de santé. Et là vous allez sûrement vous demander, c'est quand même bizarre cette affaire, non? En fait pour comprendre à quel point l'histoire va aller loin, il faut d'abord qu'on revienne sur le scandale du réseau Zandvoort, qui est très loin d'être terminé. En automne 1999, un certain Serge Garde, un journaliste qui bossait pour l'Humanité, se rend en Belgique pour enquêter sur l'affaire Dutroux. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais c'est quand même l'un des plus gros prédateurs des années 90 en Belgique. Et vous allez voir qu'en fait l'affaire Dutroux est littéralement aussi importante que le scandale Zandvoort, pour la simple et bonne raison que ces deux affaires ne sont pas deux affaires différentes. Elles sont liées. On est en août 1996 et la petite Sabine Dardenne, 12 ans, et Laetitia Delez, 14 ans, sont séquestrées depuis des semaines et sont retrouvées vivantes dans une cachette de la cave d'un certain Marc Dutroux. On m'avait manqué. Sabine et Laetitia sortent de l'enfer, d'une geôle aménagée par Marc Dutroux, dans le sous-sol de son domicile où elles ont été séquestrées. Le mec s'est livré à tout un tas de saloperies dont je vous épargnerai les détails. On en parlera très certainement dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et Marc Dutroux est du coup un prédateur qui a lui-même avoué non seulement les enlèvements, mais aussi les abus et les meurtres de 2 jeunes filles. Il s'agit de Julie et Mélissa, dont les corps seront retrouvés plus tard enterrés dans son jardin. Lorsque Marc Dutroux est arrêté, l'affaire est confiée au juge d'instruction Jean-Marc Connerotte. Et très vite, il sent que quelque chose cloche chez Dutroux. Le profil ne semble pas coller et on semble avoir affaire à un type instable, pervers, mais ça laisse surtout penser que le mec ne bossait pas seul du tout. C'est à ce moment-là qu'on peut se poser la question, est-ce que Dutroux n'est pas simplement le maillon d'une longue chaîne de criminels? Et comme par hasard, c'est pile à ce moment-là que ça va coincer, parce que cette hypothèse-là, c'est celle du réseau organisé. Et ça plaît pas du tout aux autorités. Au lieu de lui donner les moyens de pousser plus loin ses investigations, on va lui retirer le dossier. Officiellement, on va lui reprocher un dîner organisé en hommage aux familles des victimes, et en gros, on va l'accuser d'avoir brisé sa neutralité, mais officieusement, ce serait plutôt l'idée d'un réseau qui aurait dérangé. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce fameux réseau dans lequel serait impliqué Dutroux impliquerait aussi des personnalités de la haute sphère politique, voire même de la sphère judiciaire. Autrement dit, pas bon du tout si on découvre que dans l'affaire Zandvoort, il y a plein de gens très connus qui ont aussi acheté et visionné les vidéos.
Alors je tiens à préciser deux choses. Premièrement, il s'agit d'une théorie. C'est pas un fait avéré et réel, c'est juste une théorie que beaucoup de gens mettent en avant, mais ça n'a jamais été démontré. Et avant qu'on me traite de complotiste dans les commentaires, attendez un petit peu de voir comment vont réagir les autorités françaises face au dossier Zandvoort. Pour continuer l'histoire, on va retrouver Serge Garde. C'est un journaliste qui, comme beaucoup de Belges à l'époque, est profondément choqué par ce qui vient de se passer. Il trouve quand même que tout ça c'est extrêmement louche, et comme tout bon journaliste qui croit encore à la liberté de la presse, il va commencer à enquêter. Et il va creuser. Pendant qu'il enquête sur l'affaire Dutroux, Serge y rencontre des personnes qui lui parlent de l'association Markoven, et surtout qui lui parlent du travail d'un certain Marcel Versloven. C'est par ce biais que Serge Garde met la main sur le fameux document du dossier Zandvoort. Quand Serge voit le visage de ces pauvres enfants sur la cassette, il est évidemment bouleversé. Serge à l'époque il est déjà père de famille et peut pas s'empêcher de faire un parallèle entre ses propres enfants et les enfants qu'il voit sur ses CD-ROM et ses cassettes. Évidemment Serge il va commencer à poser des questions, il va demander qui sont ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils ont été identifiés et retrouvés, est-ce que quelqu'un les cherche encore, est-ce que la police les a reliés à d'autres affaires, en gros est-ce que quelqu'un se bouge pour retrouver qui sont les milliers d'enfants du dossier Zandvoort. Tant de questions qui seront posées à la justice française et qui vont rester tristement sans réponse. Nous sommes à présent en novembre 1999 et Serge Garde a littéralement aucun autre choix que de pousser l'enquête tout seul dans son coin. Et pour continuer l'affaire, il doit vérifier que les photos dans les documents correspondent bien à celles présentes sur le vrai CD-ROM original. Et c'est à partir de là que l'affaire Zandvoort va devenir une affaire française, lorsque Serge Garde va confier sa découverte au rédacteur en chef de son journal. Lui, il va immédiatement donner son accord pour faire éclater la vérité au grand jour. On est à ce moment-là au début des années 2000 et la grosse question qu'on se pose, c'est comment on va présenter l'affaire pour les citoyens français. Comment est-ce qu'on explique aux gens comme vous et moi ce qui est en train de se passer? Un dossier pareil, ça va littéralement être à la une du journal et ça va passer par une illustration. Vous vous en doutez, mais ils ne peuvent pas éditer leur journal avec les vraies photos des enfants pour la simple et bonne raison que pas mal des visages des enfants étaient en fait tuméfiés, pour ne pas dire complètement massacré et méconnaissable. Il va continuer sa recherche de photos et il va tomber sur le visage d'une petite fille qui est méconnaissable. On remarque que non seulement elle a été tuée et qu'en plus elle est en train de pleurer. Ou alors il y a d'autres photos où les enfants sont juste en train d'être... Et il se rend compte qu'il y en a pas mal qui sont des sévices qui ont été pratiqués littéralement sur des bébés. C'est aussi à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il n'y a absolument rien du dossier Zandvoort qui peut être montré au public. Et pour le coup, vraiment courage aux gens qui ont travaillé sur ce dossier parce que c'est juste impossible de retrouver une vie normale après ça. Les journalistes ont mis 3 jours à se décider sur comment ils allaient présenter la chose. Et ce qui est fou, c'est que les photos vont finalement apparaître en une de couverture, mais pas en gros plan. Ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont demandé à un photographe de faire en sorte que les 470 visages apparaissent en même temps sur la photo. Et le photographe a ensuite eu l'idée de coller toutes les photos sur un mur et il a trouvé un angle parfait de sorte à ce qu'on ne voie aucun détail choquant sur l'image. Et c'est donc comme ça que le 24 février 2000, l'Humanité fait sa une sur le dossier de la honte et que cette photo commence à tourner absolument partout. À ce moment-là, toutes les radios, toutes les télés s'emparent de l'affaire et l'émotion est absolument immense dans toute la France pendant un très court moment. En fait, ce qui est horrible, c'est que les jours passent, les journalistes en parlent et puis ensuite, c'est silence radio, plus personne n'est intéressé par le sujet et plus personne n'en parle. D'où l'intérêt aussi d'avoir des chaînes YouTube qui ne surfent pas forcément tout le temps sur ce qui arrive en ce moment et qui reviennent sur de vieilles affaires pour ressortir le dossier. Le 12 avril 2000, quelques jours après la publication du Figaro, la ministre de la Justice de l'époque se pointe à la télévision. Et maintenant, on va jouer un petit jeu. Cette ministre, à votre avis, elle a dit quoi? Réponse A, on va mettre tous les moyens en œuvre pour retrouver ses enfants. Réponse B, les journalistes devraient mieux faire leur boulot. Réponse C, débrouillez-vous tout seul avec ces gamins. Et la réponse est, les journalistes, débrouillez-vous avec les gamins. J'avoue, j'ai menti un petit peu. En gros, je résume très grossièrement, mais ce 12 avril, ce qu'elle a renvoyé comme image, c'est juste que la justice française n'en a mais vraiment rien à péter de ce qui s'est passé. Et en gros, ils ont vraiment pas le temps pour s'occuper de ça. Une autre excuse qui va être avancée, c'est qu'ils ont pas le CD-ROM original. Et donc que, en gros, personne ne peut rien faire. Évidemment, on n'amène pas une enquête avec, pour simple pièce à conviction, des pages entières d'enfants abusés. Surtout que maintenant que tout le dossier est connu, toutes les personnes qui pourraient être impliquées dedans jusqu'au cou, qui sont du coup des gens qui n'auraient pas du tout intérêt à ce que la vérité éclate, peuvent manipuler l'opinion et la justice pour que ça reste secret. Pour continuer notre histoire, faut qu'on revienne sur ce fameux juge qui avait été viré et qui a décidé quand même de ne pas se laisser faire. Comme une bouteille à la mer, le juge met en place un numéro vert qui promet l'anonymat. Le but, c'est en gros, si vous avez quelque chose à dire à propos de l'affaire, ou si vous avez vous-même vécu quelque chose, vous pouvez aller directement donner vos informations. Le truc, c'est qu'on s'attendait vraiment pas à un tel déferlement. Franchement, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de monde qui ait quelque chose à dire ou qui savait quelque chose. Et ce qui est fou, c'est que la plupart des gens qui appellent ont tous des histoires absolument immondes et franchement très dures à raconter. J'ai été filmée. Les photos et les films étaient commandés par des gens qui décidaient eux-mêmes du scénario, du genre d'enfants, des mauvais traitements et des tortures.
qu'il voulait voir. Mais il y avait également des photos et des films commerciaux qui devaient simplement être distribués dans un réseau de pédophiles beaucoup plus conventionnel. Au début, il y avait des enfants amenés par leur famille qui étaient préparés à être abusés. Ensuite, on est passé à des enfants kidnappés dans la rue. Ils étaient terrorisés et les abuseurs aimaient ça. Prendre des enfants dans la rue représentait un risque énorme, mais ça rendait le jeu encore plus excitant. Cette femme que vous venez d'entendre, elle est connue sous le pseudonyme de Témoin X1. C'est comme ça qu'on désignait les victimes qui appelaient pour garantir leur anonymat. Et heureusement que ce standard a été mis en place parce que justement, il y a un vrai danger. Les victimes de ce genre de réseau, quand elles ont la chance de rentrer chez elles vont pas juste aller sur Netflix et chiller. Elles vont avoir peur à chaque seconde, elles vont passer leur vie à stresser et certains auront même la sensation d'être suivis en permanence. Et ce qui fait encore plus froid dans le dos, c'est que les autorités vont finir par choisir de n'accorder aucun crédit à la thèse du réseau. Et le peuple belge à ce moment-là est vraiment en colère. En fait, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont défiler dans les rues pour exprimer à quel point l'affaire est mal traitée et mal gérée. Bonjour, la Cour de cassation vient de trancher. Elle ordonne le dessaisissement du juge Conrad. Et le pire, c'est qu'en France, il y a eu quasiment aucun scandale national à propos de cette affaire. Alors si, il y a bien ce mec, c'est un certain Yvon Talek. Et à l'époque de l'affaire, il travaille au parquet des mineurs. Et en gros, c'est quelqu'un qui était censé défendre la cause des enfants. Et voici en gros ce qu'il a à dire sur le sujet. Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et certaines des photos sont en plus des matériaux très anciens, puisque nous savons déjà que certaines photos remontent aux années 70 ou 80. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici et ne sont pas des enfants français. Bien, il faut savoir que ce mec-là a été convié durant une réunion organisée à l'UNESCO pour qu'il puisse justement répondre de ses propos. Et plutôt que de se justifier, plutôt que de s'excuser, il va simplement choisir de quitter la réunion. Et vous savez c'est quoi le plus fou? C'est qu'on apprendra plus tard qu'en fait, depuis le début, la justice française était bel et bien en possession d'une copie du CD-ROM. Et oui, parce que rappelez-vous l'excuse de « on n'a pas tous les éléments qu'il faut », en fait si, ils avaient littéralement tous les éléments pour entamer la procédure. Et du coup, la nouvelle excuse, ça a été que sous prétexte qu'aucun enfant ne pouvait être identifié, ils ont tout simplement décidé de clore le dossier. Et je vous rappelle aussi qu'à cette époque, Marcel, il avait littéralement plein d'infos sur tout le monde. Il avait même les numéros de compte des gens qui avaient acheté ce genre de photos. Alors je suis pas enquêteur, mais j'imagine que dans les années 2000, on avait déjà les moyens de remonter jusqu'à une personne avec ce genre d'infos. Il suffirait juste d'interroger les banques pour savoir. En choisissant le non-lieu, c'est-à-dire que l'affaire se conclut sans procès, comme ça a été le cas en 2003, les autorités françaises ont non seulement condamné les enfants au silence, mais elles ont aussi complètement ignoré la détresse des familles. Néanmoins, et toujours dans la continuité de leur enquête, les journalistes de l'Humanité ont quand même organisé un appel à témoins et les potentiels proches des victimes pouvaient donc se rendre au journal pour consulter le dossier et identifier leurs proches. Et ce sont pas moins de 200 personnes qui ont poussé la porte du journal. Et pour vous dire à quel point ça allait loin, certaines personnes qui sont venues sur le journal en France venaient des États-Unis. Au final, plus de 80 enfants seront identifiés. Il y a même un pédiatre qui a réussi à reconnaître 2 de ses patients qui étaient venus se plaindre de douleurs au niveau de leurs parties intimes. Il va même expliquer plus tard qu'à ce moment-là, il a constaté le problème et il s'est empressé de faire un signalement, sauf que personne n'a jamais voulu donner suite. Et les amis, pour finir toute cette histoire, on va finalement revenir sur Marcel Versloven. Alors un petit trigger warning avant, ce que je vais vous dire, ce sont des faits que j'ai notés durant mes recherches. Néanmoins, c'est pas à moi de vous dire que le gars était un héros, ni que le gars était un salaud. C'est juste que je trouve ça pertinent de vous donner tous les faits. Sa condamnation, elle a évidemment choqué beaucoup de monde en Belgique, notamment les membres de son association. Et il y a de quoi parce que durant son procès, il y a quand même pas mal de choses un petit peu obscures qui sont ressorties. Notamment un faux témoignage signé d'une personne à qui on aurait demandé de mentir sur le fait qu'il avait déjà été violé. Sauf que c'est pas le truc assez fou qu'on va retrouver sur lui. En fait, le casier de Marcel Versloven ne plaide vraiment pas en sa faveur. Dès les années 70, la justice belge commence déjà à s'intéresser à lui pour plusieurs faits de cambriolage, d'escroquerie, de chantage et même de menaces. Et même d'une fausse alerte à la bombe. Autant vous dire qu'il coche vraiment pas mal de cases. En 1991, il est reconnu coupable d'extorsion après avoir demandé 120 000 francs belges à un homosexuel en échange de la récupération de photos compromettantes. Le tribunal va finir par conclure qu'en réalité, Marcel il a tendance à détourner un petit peu des causes justes à des fins plus personnelles. Et vous allez voir que c'est pas fini, parce que si Marcel il a été condamné à de la prison ferme, c'est à la suite d'un attouchement
sur une mineure de sa propre famille. Encore une fois, je dis pas que le mec est coupable ou pas, et je dis surtout pas que le dossier Zandvoort n'a pas besoin qu'on reprenne le dossier en main, et je dis surtout pas que le dossier Zandvoort est fake ou que c'est moins grave que ça ne l'est vraiment. En tout cas, dites-moi quand même ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous connaissiez le dossier et tous ces détails ou si vraiment c'est un truc dont vous n'avez jamais entendu parler. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un lien de réseau criminel et est-ce que vous pensez que Marc Dutroux il avait quelque chose à faire là-dedans? Encore une fois, comme d'habitude, les oubliés de ce genre d'affaires, ce sont les petites victimes. Et malgré leur âge, j'espère quand même qu'à l'avenir, on va réussir à écouter un peu plus les enfants et ce qu'ils ont à dire, surtout dans ce genre d'affaires. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à soutenir mon travail, mais aussi à soutenir la chaîne. Ça me fait très plaisir de savoir que je peux parler à de plus en plus de monde et de faire découvrir de plus en plus d'affaires à de plus en plus de monde. Merci encore une fois à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'attendez plus pour prendre soin de votre sommeil et profiter des super offres du Black Friday. Vous avez jusqu'à moins 50% sur le site, plus moins 10% avec le code Julano. En tout cas les amis, on se retrouve dans une ancienne ou une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'était Julano, ciao.